Celui-là fonctionne. Merci. Vous connaissez bien la littérature, alors, les salons. Il me semble surtout les stations thermales. Peut-être mieux, effectivement, les stations thermales que les salons littéraires dans les stations thermales. Pourriez-vous nous en faire profiter? Oui, bien sûr. J'ai conscience qu'il convient certainement d'évoquer cette thématique du voyage, le lien avec le thermalisme et le développement d'une culture spécifique dans nos villes d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, historiquement, je me permettrai quelques rappels historiques, il est absolument indéniable que le phénomène de pratique thermale a eu un lien direct avec la création des villes d'eau, avec le tourisme. Et comme les personnes qui faisaient du tourisme, d'une certaine manière, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, appartenaient nécessairement à des élites politiques, certes économiques, mais aussi, et surtout peut-être, des élites intellectuelles, eh bien les villes d'eau sont assez naturellement devenues des rendez-vous des nations, comme on disait justement à propos de Spa. Vous avez évoqué tout à l'heure les cafés d'Europe, expression utilisée pour Spa. On parle aussi justement des salons de l'Europe. Nous retrouvons bien cette notion de salon, qui est le salon vraiment tel qu'on le conçoit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le lieu de rencontre, le lieu, certes on prend du café, mais surtout de rencontre, d'échange, où l'on va parler politique, parler littérature, culture, musique. Et ce salon, je dirais le développement de ces salons, tel qu'il va se produire après dans les capitales, puisqu'on a aussi bien évidemment des salons à Berlin, à Paris, dans d'autres endroits, c'est là tout de même qu'indéniablement, surtout peut-être au XVIIIe siècle, se construit une culture européenne, se construit un idéal de culture européenne, puisque nous sommes dans le siècle des Lumières, nous sommes dans une sorte de nouvelle conception de l'humanité, de relations entre les hommes. Nous ne sommes pas encore dans un siècle foncièrement construit sur des États-nations qui auront tendance à s'affronter, même si bien évidemment il y a toujours des guerres, mais ce sont des guerres en quelque sorte qui concernent plus les souverains que les peuples, juste à cette époque. Et donc les villes d'eau sont indéniablement très tôt des cadres d'échange et de construction d'une culture. Alors pourquoi les villes d'eau spécialement? Pourquoi les écrivains? Pourquoi se déplacent-ils? Ils auraient pu rester à Paris, à Londres ou à Berlin. Mais non, les Anglais se plaisent à se rendre à Bath. On se construit justement là une étiquette, un mode de vie qui devient absolument fondamental pour le développement de la culture de l'époque et la culture européenne. Et puis les Anglais jouent un rôle tout à fait central dans cette affaire. Les Anglais prennent l'habitude de faire le fameux grand tour. Le mot qui a donné le tourisme, c'est le tour. Tour de quoi? Tour d'Europe, tour d'une partie de l'Europe, dans laquelle, lorsqu'on regarde de près, très souvent les villes d'eau jouent un rôle. Pourquoi y a-t-il autant d'Anglais, par exemple, la bannière de Bigorre? Parce que c'est un des lieux clés pour pouvoir ensuite visiter les Pyrénées, qui, même si le tour, vous savez, le grand tour doit mener vers Rome, ben, je fais déjà une transition, vous voyez, avec la suite. Rome, bien sûr, ville qui attire pour le pèlerinage, pour diverses raisons, mais aussi pour la culture antique, eh bien, on va se rendre à Rome en passant par les Pyrénées. C'est pas le chemin direct, quand même. C'est bien la preuve qu'on cherche autre chose. Le côté grandiose de la nature, nous sommes dans une époque pré-romantique de redécouverte de la nature, et parmi les richesses de cette nature, il y a évidemment les eaux. C'est indéniablement que se construit une relation aussi à l'eau thermale qui nourrit justement l'imaginaire de cette époque. Mais en même temps, comme il y a des sociétés entières qui se déplacent d'une ville à l'autre et qui se rendent donc à travers un itinéraire qu'on connaît assez bien, qui presque comme un pèlerinage, assez fléché, eh bien, les villes d'eau sont des étapes, absolument évidemment. Alors, le père de cette littérature de voyage, en lien avec les villes d'eau, c'est évidemment une figure majeure, une figure de l'humanisme dont on doit tous se réclamer, et pas seulement parce que j'enseigne dans une université qui s'appelle Michel de Montaigne, mais évidemment, il faut commencer par Montaigne. Pourquoi? Parce que Montaigne est malade de ce qu'on appelait la pierre.
Et il a besoin de prendre les eaux. Alors, il prend déjà les eaux de sa région, à Barbaudan, en Aquitaine, et puis il décide de faire un voyage étonnant, quand même. C'est de partir jusqu'en Italie, en passant par la Suisse et l'Allemagne. Et en vérité, les étapes de son voyage sont des villes thermales. Il va passer à Plombières, il va passer à Baden, mais cette fois à Baden en Suisse, près de Baden-Nargau. Et puis, en Italie, bien sûr, Rome, c'est un de ses objectifs, mais il s'arrête assez longuement à Bagni di Lucca. Et on monte encore aujourd'hui à Bagni di Lucca, la maison dans laquelle Montaigne a habité. Et un centre culturel porte le nom de Montaigne à Bagni di Lucca, dans la montagne au-dessus de Lucca. Je crois que c'est assez frappant lorsqu'on va là-bas de saisir justement que quelque chose s'est passé. Et Bagni di Lucca est devenue une station anglaise. Il y a une église anglicane. Il y a une petite partie de la ville qui a été entièrement construite par des Anglais qui se sont amourachés, on comprend, de ce site magnifique de Bagni di Lucca. Donc, la combinaison de la séduction des sites, car il ne faut pas oublier une chose, il y a un principe qui a été défini par Diderot très clairement. Il le dit, alors là je prends mes notes parce que sinon je fais toujours les citations de travers. Les eaux les plus éloignées sont les plus salutaires. En un mot, si vos eaux sont trop proches de où vous habitez, vous n'avez pas envie d'y aller, elles ne sont visiblement pas médicalement recommandées. L'ironie de Diderot ici, évidemment, est tout à fait claire sur un point, c'est que ce qui compte, c'est le voyage. Les eaux aussi, je vous l'accorde, les eaux sont miraculeuses, mais les eaux sans voyage, ça n'est peut-être pas un véritable, je dirais, soin, une véritable, je dirais, découverte, car à travers le voyage que fait par exemple Montaigne, on a une véritable anthropologie d'Italie, de l'Allemagne, des bains de Plombières qui nous décrivent au XVIe siècle. Vous imaginez ce que c'était que les bains au XVIe siècle. On a des témoignages absolument passionnants. Alors, j'ai parlé un peu du XVIe siècle, un peu du XVIIIe siècle. Sur le XVIIIe siècle, je crois qu'il faut quand même insister sur sa dimension européenne, car nous sommes ici dans une association qui contribue à la construction d'une identité européenne à travers ce réseau, et plusieurs des maires, plusieurs des responsables ont fait allusion à ce fait que ça marche bien. Pourquoi ça marche bien alors que d'autres itinéraires, ont-ils laissé entendre, marchent peut-être un peu moins bien? Pourquoi ça marche bien? Parce qu'il y a une réalité qui s'est construite justement, en particulier au XVIIIe siècle, de relations, de voyages. Pourquoi y a-t-il autant d'églises anglicanes, d'églises russes? Il y a une chapelle russe à Contrexéville, au fin fond des Vosges, une chapelle russe. Ce qui veut dire que dans une petite station comme cela, il y a une ouverture vers l'autre, une connaissance de l'autre. Alors les écrivains ont été évidemment très sensibles à cette dimension, et on peut dire que ça a été des lieux, même peut-être des lieux d'éducation. Parce que certains écrivains jeunes ont pu découvrir dans les villes d'eau, je dirais, une dimension de l'humanité, une dimension de la mondanité, mais pas seulement superficielle, profonde, parce qu'elle transmet des valeurs, parce qu'elle rend sensible à l'altérité, parce qu'elle fait partager un ensemble de connaissances, parce qu'il y a ce côté ville d'eau, et vous en êtes l'incarnation. Oui, superficielle. Il me semblait que vous jouiez justement. Hein? On a toujours un peu cette vision, la vie d'eau, la belle époque, ça peut être un peu superficiel, mais ça peut être aussi très profond. Ça peut être très profond. Oui, je sais lire par-delà les apparences. Vous avez dit, Madame Avril, est exceptionnelle. Et donc, il faut parler du XIXe siècle, parce qu'une grande partie du patrimoine que vous présentez est du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors on aurait pu croire que le XIXe siècle, ça a été le siècle, évidemment, des États-nations, de la clôture, de l'affrontement, parce qu'on a nos eaux, n'est-ce pas? Vous connaissez les combats d'après 1870, n'allez pas à Karlsbad, parce qu'on a des eaux qui sont encore meilleures chez nous. Enfin, tout ce discours patriotique, ce discours nationaliste qui va se développer, et c'est un peu logique en lien avec, je dirais, l'État-nation.
mais il y a des lieux dans lesquels, justement, cette culture-là, même si on essaye de l'exploiter, même si on essaye de développer, les intérêts économiques, les intérêts culturels et intellectuels, et surtout la circulation de nouveau des intellectuels et des écrivains. Enfin, bon, des gens comme Tourguenieff, vous savez, quand vous cherchiez des écrivains qui ont été un peu partout dans toutes les villes d'eau, eh bien, vous prenez des Russes et vous avez Tourguenieff, vous avez Dostoïevski pour toute autre raison, puisque vous avez certainement lu Le Joueur, vous savez bien qu'il fréquente toutes les villes d'eau dans lesquelles il y a des jeux, parce que c'est un malade, disons-le, des jeux, mais il y a à travers ça aussi, je dirais, une circulation des hommes et des idées qui, je crois, parfaitement incarnée par les écrivains. Alors, ce qui me frappe quand même dans ce 19e, donc marqué par le nationalisme, c'est que les villes d'eau, tant bien que mal, restent tout de même des lieux cosmopolites. Des lieux dans lesquels on va continuer à construire des églises. Alors, j'insiste sur les églises parce qu'elles sont un des signes tellement patents, mais si vous regardez le nom des hôtels, c'est toujours l'hôtel de Russie, l'hôtel d'Angleterre, l'hôtel des ambassadeurs, enfin, on est continuellement dans la construction d'une relation, je dirais, entre toute l'Europe et au-delà de l'Europe, parce que nous allons recevoir des maharajas, nous allons recevoir des princes japonais, le monde entier va venir participer, en fait, de ces microcosmes que sont les villes d'eau, qui sont des lieux de rencontre totalement, je dirais, différents de ce que l'on rencontre par ailleurs. Et la description de Spa que donnait un certain Jean-Philippe de Limbourg en 1782, sous un titre de livre qui était un genre littéraire qui existait à cette époque et qui entre dans votre thématique justement de la littérature de voyage, ce sont les amusements. Alors on faisait des amusements sur des tas de sujets, mais il y a toute une série qui s'appelle les amusements de Spa, les amusements de Wiesbaden et ainsi de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on raconte dans ces livres? Eh bien on raconte vraiment son voyage, ça a une valeur plus ou moins de guide, et on y raconte des histoires. On y raconte des histoires, des historiens, mais aussi de l'histoire avec un grand H. Et ces livres-là sont, je dirais, très, très symptomatiques de la construction de cette culture. Pourquoi? Parce qu'on en écrit, par exemple, en français en Allemagne. Car au XVIIIe siècle, bien sûr, le français est la langue internationale. Et puis on va en écrire en anglais. Un des livres les plus fameux sur les villes d'eau allemandes s'appelle The Bubble of Rhine. Il y a donc toute une littérature qui est produite dans des langues diverses et variées, surtout donc les langues qui deviennent un peu les langues internationales comme le français et l'anglais, parce que on s'adresse à une clientèle aussi bien russe, italienne que allemande et qui va pratiquer ces langues. Alors à Spa, au XVIIIe siècle, Jean-Philippe de Limbourg prend cette notation qui me semble, je dirais, non pas seulement une image du XVIIIe siècle, mais qui a véritablement, je crois, valeur de modèle. Vous avez parlé aussi d'avenir, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce passé, dans cette littérature passée, comme élément de construction d'un avenir? Il écrit, à juger de Spa par ce concours, c'est-à-dire que Spa est une station très courue, où il y a beaucoup de monde, on dirait que c'est un monde entier, une sorte d'extrait de l'univers. Il s'y rencontre en petit toutes les nations, le sang, les sentiments, les mœurs, les façons de tous les peuples. On y parle anglais, français, allemand, hollandais, italien et d'autres langues moins connues. Il semble que l'Europe entière s'y trouve par députés pour y exposer les caractères originaux de toutes les nations et que l'on aurait peine à démêler ailleurs et qui se développent ici à merveille parce qu'ils sont comme concentrés dans ce petit espace et que les étrangers y vivent, et là j'insiste sur la fin de ce paragraphe, les étrangers y vivent si librement et avec tant de liaison et d'intimité les uns avec les autres, que s'ils étaient tous membres d'une même république, et comme s'ils ne prenaient aucun intérêt à ces malheureuses divisions qui agitent presque toutes les puissances de l'Europe. Il me semble que nous avons là un programme qui définit parfaitement les objectifs européens, la construction européenne, cette république, alors république des lettres, vous savez bien que la république des lettres a existé avant les idéaux, je dirais, européens, et dans cette perspective, je dirais, parce que je suis sans doute déjà trop loin. Hortense, vous êtes là aussi pour me rappeler l'heure, parce que moi je suis parti, je peux parler pendant 1h30. 6 minutes. Magnifique. N'est-ce pas? Alors, donc oui, je voulais insister donc sur ces valeurs humanistes de la période des Lumières, le fait qu'une certaine manière, elles se sont peut-être quand même maintenues dans les villes d'eau par leur dimension cosmopolite, mais aussi
par le fait qu'elles sont propices à l'imaginaire. Et que c'est quand même, au bout du compte, ce dont nous sommes friands, nous sommes à la recherche d'imaginaire. Pourquoi y a-t-il telle importance du tourisme? Le tourisme joue sur deux points, évidemment, cette culture, mais parfois c'est une culture, je dirais, qu'on nous a inculquée, la culture, on dirait presque obligée, hein, c'est-à-dire que, bon, vous avez fait du latin, alors il faut que vous alliez à Rome voir le forum, hein, et on part avec la classe voir le forum. Si ça en reste là, évidemment, je crois que le voyage ne porte pas tous ses fruits. Mais on sait bien ce qui se passe. Hein, j'ai moi-même fait le voyage avec des élèves quand j'étais prof. Il se passe souvent quelque chose. De bien au-delà de l'illustration du cours de latin. Il se passe la rencontre avec une ville extraordinaire qui est Rome. Eh bien pour moi, les villes d'eau ont été justement un de ces lieux extraordinaires. Un de ces lieux où j'avais le sentiment, par rapport à la ville où je vivais, peut-être même, c'est un peu optimiste de dire ville, le village où je vivais, nous étions dans un autre monde. On pénétrait, alors je vais peut-être vous faire rire pour ceux qui la connaissent, mais l'autre monde pour moi c'était Plombières. C'est-à-dire que quand j'ai découvert pour la première fois jeune Plombières, j'ai pas eu un choc, j'ai quand même pas eu le syndrome de Stendhal à Plombières. Je dis ça avec glissement, évidemment, on va parler de Rome, c'était pas à ce point-là. Mais la conscience que vous pénétrez dans un espace qui est différent. Un espace qui est différent, alors architecturalement, mais aussi, d'une certaine manière, parce qu'il y a une prégnance de la culture, des strates historiques, vous voyez, parce qu'il y a du romain, Plombières, hein, il y a quand même du romain sensible, hein, on a du romain sous la route, sous la rue, il y a les bains romains, du romain, du XVIe siècle, du XVIIIe siècle, du Napoléon III, et là, s'il vous plaît, quand même, je pense que c'est une dimension fondamentale du voyage, de faire aussi un voyage dans le temps, de nous proposer, dans des lieux, je dirais, tellement riches de culture, de nous proposer justement aussi une conscience de notre inscription dans le temps. Avec aussi ce qui certainement a des caractères spécifiques des villes d'eau et auxquels les écrivains ont été particulièrement sensibles. Et c'est pour ça que parfois certains se sont réunis dans des villes d'eau et aussi créé des salons littéraires. Hein, vous en avez cité quelques-uns, mais je pense en particulier aussi à celui de Marie de Solms à Aix-les-Bains. Donc carrément, là, il y a une villa et elle affecte un salon dans la villa où elle va réunir tous les écrivains qui sont de passage à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains est une station très très célèbre, donc vous le savez, au XIXe siècle, tous les écrivains ont défilé à Aix-les-Bains. Tous passent par le salon de Marie de Solms, qui s'est mariée 3 fois. C'est son 3e nom, c'était auparavant Madame Ratazzi, Madame Bonaparte, des personnalités justement de nouveau très très cosmopolites. Alors, le 19e siècle a maintenu d'une certaine manière cette dimension cosmopolite, cette séduction aussi par le patrimoine. Je suis très sensible évidemment en tant qu'historien de l'architecture au fait qu'on ait mis de manière tellement centrale l'architecture, le patrimoine, le décor des édifices et des grands hôtels. C'est pas seulement de la nostalgie pour un autre temps, je dirais, ou la belle époque au sens où vous l'incarnez, mais c'est, je crois, aussi la sensibilité qu'on peut avoir tout simplement à ce qui est beau. Là, je plaiderais, si vous voulez, aussi pour dire que dans les villes d'eau, il y a de très beaux monuments, il y a de très beaux espaces, que la liaison qui s'est construite dans ces villes, tout particulièrement entre santé, culture, nature, parce que pas de ville d'eau. Vous savez, pour qu'on ait une ville d'eau, il y a un certain nombre de points obligés sur le plan de l'architecture. Il faut un théâtre, il faut un grand hôtel, il faut des bains, et ainsi de suite. Mais il faut surtout, il faut un parc. Sans parc, on ne peut quasiment pas dire qu'une ville d'eau mérite ce nom. Et on a même vu des villes se créer qui sont d'abord et essentiellement des parcs. Et à l'intérieur du parc, Savitel, ou même des villes comme Franzenbad, tout le charme de ces lieux-là, c'est parce qu'ils sont dans un parc. C'est-à-dire dans un espace privilégié dans lequel on aura des expériences culturelles, sensorielles d'une autre nature. Bien sûr, ça se construit parfois un peu dans une antithèse avec la ville du 19e, la ville moderne, la ville qui est longtemps à condamner. Mais je crois que ce qui me semble vraiment fondamental, c'est que le XXe siècle a essayé de maintenir cette dimension cosmopolite jusque dans les années 30, et puis on a une période un peu difficile, c'est-à-dire une période aussi d'un thermalisme largement soutenu. Alors là, je vais faire une polémique sur un autre sujet. Un thermalisme. Non, mais 2 minutes, il me reste 1 minute.
juste une minute de polémique. Intermalisme, entre guillemets, vous savez, comme on disait, soutenu par la sécurité sociale. Ce qui ne veut pas dire évidemment que c'est un mauvais thermalisme, terme médical, mais dans lequel, évidemment, il y avait un problème de gestion du patrimoine. Hein, est-ce qu'on transforme les établissements? Je me permets de parler de tout ça parce que je vous rappelle que j'ai fait en 1985, cheveux blancs, une exposition qui s'appelait Guildo, en France. Non, à Paris. Oh, à Paris, évidemment. Avec la Caisse nationale de monuments historiques, avec l'Institut français d'architecture et l'École des beaux-arts de Paris. Donc, pourquoi je suis sensible et en même temps tellement heureux de voir, d'entendre les discours de tous les responsables? C'est-à-dire qu'il y a enfin cette véritable compréhension qu'on ne peut pas sans doute soigner également sans se soucier du cadre, de l'écologie. Bon, on n'employait pas ce mot-là en 85. Je vous l'accorde, l'environnement, l'écologie, c'était seulement un peu en gestation, mais on est dans des villes qui ont justement, je dirais, le privilège d'être le produit d'une histoire, d'avoir des qualités auxquelles d'ailleurs très souvent les citoyens sont très très sensibles quand on voit de quelle manière ils réinvestissent parfois les anciens espaces thermaux, hein, comment on transforme les grands hôtels en appartements, comment on est ravi dans telle ville d'avoir 20 cours de tennis à disposition. Cet héritage, eh bien, il ne faut pas qu'il ne soit accaparé par quelques habitants de cette ville qui profitent évidemment de ces structures, mais qu'on continue à les partager. Et ce projet européen et cette idée justement de la circulation, du voyage entre les villes d'eau, me semble pleine de richesse et d'avenir, parce qu'il faut reconstruire évidemment une culture thermale, avec des opérations comme celle que nous sommes en train d'ici de célébrer. Alors je terminerai sur un point, avec une citation. Je termine, c'est promis, je termine. Il y a un point commun de toutes ces villes d'eau. Et c'est pour ça qu'une certaine manière c'est un beau sujet pour construire l'Europe et que c'est un sujet qui a des chances de marcher. C'est qu'il y a tellement de points communs entre toutes ces villes. C'est que si vous allez à Carlsbad, si vous allez à Montecassini, si vous allez donc à Vichy, vous allez quand même retrouver toute une série de points communs, d'éléments d'architecture, d'éléments de culture. Vous allez y retrouver les mêmes écrivains qui ont circulé, les Tourguenieff et les autres. Et tout ça, je dirais quand même, c'est notre héritage. Et on en arriverait presque à penser que les villes d'eau européennes ne forment qu'une sorte de grande ville d'eau. Une ville d'eau, tout à fait extraordinaire. Et là, il y a un auteur, puisque je ne vais pas oublier totalement que nous étions dans un cadre littéraire, un auteur qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Hôtel littéraire. Vous savez, c'est pratique d'aller dans les hôtels où ont vécu Joseph Roth. Et c'est un ouvrage construit selon l'ordre alphabétique de Aden à Zurich. Et à la lettre X, elle a eu la luminosité, ça s'appelle Nathalie de Saint-Phal, la luminosité de faire X les bains. Pourquoi? Eh bien parce qu'en vérité, dit-elle, je vais essayer de résumer la citation et de n'en donner qu'un morceau, lorsqu'on est dans telle ou telle ville européenne, ville d'eau européenne, on ne sait même plus tout à fait si on est en Allemagne, en France, en Italie, puisqu'au bout du compte, il y a tellement de points communs entre ces villes. Je cite juste un passage. Les villes d'eau se ressemblent dans l'alignement de leurs hôtels. Alors évidemment, on peut aussi en tirer quelque chose de négatif, voir le voyage aux Pyrénées de Gustave Flaubert, qui dit « tous les établissements de thermos se ressemblent ». Enfin bon, c'est la tristesse, c'est l'horreur, tout se ressemble, le monde est banal, n'est-ce pas? Mais c'est Flaubert, n'est-ce pas? Mais c'était aux Pyrénées, rassurez-vous, c'était pas à Hawaï. Donc, en revanche, Nathalie de Saint-Phal est justement tout à fait sensible à cette dimension. Elle écrit donc « Les villes d'eau se ressemblent dans l'alignement de leurs hôtels, de leurs thermes et de leurs casinos, où l'on se divertit des maladies. À Aix-les-Bains, comme à Baden, à Badischel, à Baden-Baden, à Wiesbaden, bon, visiblement le goût des allitérations avec Baden-Baden, ainsi de suite. Hein, Wiesbaden, Marienbad, Karlsbad, Franzenbad, Bath, Vichy, Yverdon ou Leuch, les bains. Je vous remercie. Savez-vous que nous avons dans la salle une grande personnalité qui aime comme vous les auteurs, les écrivains, et qui a publié
une collection, merci, une collection d'ouvrages, Le goût des villes. Madame Pascalis, pourriez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Oh non, 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 mais je fais pas ça, je vous en prie. Ici, plutôt? Un petit peu d'eau, bien évidemment. Monsieur Jean Rasset, un peu d'eau. De l'eau du Mont d'Or, Bien évidemment. dans un verre sur lequel est inscrit Royal. Ah, la chamalière, j'espère. Ah, Non, regarde. terme Ah, Royal. tout à fait. Désolé, désolé. Parce que est-ce qu'on va avoir... D'accord, très bien. Docteur, jusqu'à quelle gradation je dois? Je vous remercie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous êtes tout à fait. Ce n'est pas toute une collection. Alors, voilà. Donc, je disais, je rectifie dans la présentation. Ce n'est pas toute une collection que j'ai dirigée. C'est quelques livres, donc 4 livres très exactement, que j'ai publiés sur l'Italie, sur des grandes villes italiennes, en l'occurrence Rome, Naples et Florence, dans cette collection du goût des villes qui a été créée effectivement par le recteur de France, il y a cela quelques années, et qui ne se limite pas à l'Europe, puisqu'en fait on peut avoir toute une ville, voire même des pays, il y a un bout de l'Inde, un bout du Brésil qui viennent d'être publiés. Et probablement, j'avais donc choisi l'Italie et Venise était déjà prise, hélas, par quelqu'un d'autre qui avait fait effectivement le tout premier livre de la collection italienne. Et donc j'ai pris pour sujet les autres villes que je connaissais bien, donc Rome, Naples et Florence, avec un addendum par rapport à Naples qui concerne Capri et les îles. Ceci pour la présentation. J'ai travaillé une vingtaine d'années à France Culture, en particulier sur la culture italienne, à la suite d'un grand choc donc, que je vais vous raconter peut-être en donnant la parole à Blanche pour commencer. Avec plaisir, je au contraire, mais près de moi. Charles Dupaty à Rome. Enfin, je vois Rome. Je vois ce théâtre où la nature humaine a été tout ce qu'elle pourra être, a fait tout ce qu'elle pourra faire, a déployé toutes les vertus, a étalé tous les vices, enfanté les héros les plus sublimes et les monstres les plus exécrables, s'est élevé jusqu'à Brutus, a descendu jusqu'à Néron et remonté jusqu'à Marc Aurèle. Cet air que je respire à présent, c'est cet air que Cicéron a frappé de tant de mots éloquents, que les Césars de tant de mots puissants et terribles, les papes de tant de mots enchantés. Sur cette terre a donc coulé tant de sang, dans ces murs ont donc coulé tant de larmes. Horace et Virgile ont récité ici leurs plus beaux vers. Allons. Mais où allons-nous? Je suis au milieu de Rome, comme au milieu de l'océan. 3 Roms, comme 3 parties du monde, se présentent en même temps à mes regards. La Rome d'Auguste, la Rome de Léon X, la Rome du pape actuel. Laquelle visiterai-je d'abord? Elle m'appelle tout à la fois. Où est le Capitole? Où est le musée de Clément XIV? Qu'on me mène à l'arc de Titus? Que l'on m'arrête au Panthéon? Montrez-moi Sainte Marie Majeure. Je veux voir le tableau de la Transfiguration de Raphaël. Je ne vois pas la colonne du Belvédère. Comment choisir à Rome? Peut-on y arrêter ses regards? Il faut que je commence par errer de côté et d'autre pour user cette première impatience de voir qui m'empêcherait toujours de regarder. Je suis donc à Rome. Je suis donc dans cette ville que tout l'univers regarde. Il n'y a point ici une pierre qui ne recèle une connaissance précieuse, qui ne puisse servir à bâtir l'histoire de Rome et des arts.
sachez les interroger, car elles parlent. Absolument. En plus, c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup, car bien qu'écrit au XVIIIe siècle, Charles Dupaty était un avocat brillant, ami de Voltaire, donc qui a fait un grand voyage en Italie, comme il était de coutume à l'époque. On a parlé à plusieurs reprises du Grand Tour. Et effectivement, dans cette lettre qui concerne Rome, dont nous avons pris seulement un tout petit extrait, on peut ressentir exactement les mêmes choses à l'heure actuelle. D'une certaine manière, rien n'a changé. C'est ce qui est tout à fait étonnant à Rome, d'ailleurs. Julien Gracq, dans un autre texte que je cite dans ce livre, parle de cette ville sur laquelle le temps semble n'avoir aucune prise. C'est-à-dire Rome entrée dans une sorte d'éternité. Rien ne peut vraiment l'affecter. Si bien entendu, quand on s'y promène, on voit que plusieurs choses peuvent affecter la ville, mais en fait, on a l'impression qu'elle est vraiment entrée dans un temps absolument immémoriel, tout en portant une mémoire considérable. Alors, je souhaite à bien des adolescents que j'ai aperçus dans la ville d'avoir peut-être la même expérience que celle que j'ai eue quand j'avais 20 ans. Je rentrais dans un long voyage en Grèce, où m'avaient porté mes études classiques, et j'avais donc découvert la Grèce, tout ce que l'on peut apprécier entre l'Acropole, Delphes, etc., etc. Et je suis repassée par Rome. J'ai passé 24 heures à Rome, à marcher tout le temps. C'était l'été, il y avait très peu de monde. À l'époque, Rome était tout à fait désertée par ses habitants en plein été, au beau milieu du mois d'août. Et j'ai été absolument fascinée. Peut-être parce que finalement, ce que j'aurais attendu de voir en Grèce, évidemment, ça existe, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à voir en Grèce, mais là, tout était rassemblé. Et j'avais l'impression d'avoir un livre d'histoire ouvert sous les yeux. Et j'ai été absolument subjuguée. Vous parlez du syndrome de Stendhal. Je ne suis pas tombée à la renverse, je n'ai pas accompli le rite stendhalien jusqu'au bout. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Stendhal raconte que devant la contemplation d'un chef-d'œuvre, on peut effectivement être tellement transporté par la beauté que l'émotion vous envahit au point de vous faire tomber à la renverse. Bon, je ne suis pas tombée à la renverse, mais d'une certaine manière, la chose s'est modulée différemment, puisque effectivement cette découverte de la ville, avec cet enchevêtrement de toutes les époques, puisque se mêle à la fois la vision de l'architecture romaine antique dès qu'on est au Forum, devant le Forum, devant le Capitole, au-dessus on voit toutes les coupoles baroques, l'architecture Renaissance, et puis bon, il y a quelques façades modernes quand même qui émergent quand on est tout à fait au centre de la ville, mais elles sont hérissées d'arcs de triomphe, de coupoles, donc on a l'impression d'être dans un temps où tout est mêlé, et de toute façon les Romains sont connus pour avoir régulièrement bâti au-dessus de ce qui existait déjà, ou transporté des pierres qui étaient dans certains sites. Par exemple, je sais que la grande basilique Santa Maria Maggiore est conçue avec certains éléments que l'on a pris sur un des forums antiques. Même chose pour le baptistère de San Giovanni, dont les portes viennent des termes de Caracalla. Donc les Romains ont passé leur temps à transporter comme ça, selon les époques. Ils allaient se servir sur les monuments qui existaient déjà pour en rebâtir d'autres et puis de construire de nouveaux monuments. Même chose avec la Domus Aurea, que vous connaissez, qui a été construite également sur des édifices anciens. Alors il y a cette superposition constante dans la ville qui fait que tout est là, tout est ouvert, tout est visible. Et ça donne une impression absolument hallucinante. Je ne connais pas deux villes au monde, j'en ai visité beaucoup, où on a quasiment à livre ouvert
presque 3000 ans d'histoire qui se proposent, qui sont plus ou moins en bon état de conservation, bien entendu, mais qui sont offerts comme ça. Et donc c'est une impression absolument extraordinaire si on est évidemment sensible et à l'histoire et à la beauté. Enfin, je suppose que ceux qui sont ici dans cette salle le sont. Donc je propose à tous les étudiants qui sont ici de partager, de retrouver peut-être cette expérience avec effectivement le fait que c'est mieux peut-être de découvrir Rome en plein été quand la ville n'est pas trop accablée parce que c'est une ville aussi pesante. Vous ne me démentirez pas puisque vous la connaissez bien. Et quand la ville n'est pas trop accablée par la population ou ravivée par les pluies, les orages diluviens qui peuvent également s'abattre sur la ville. Donc c'est une ville tout à fait extraordinaire, que tous les voyageurs, on connaît le refrain classique qui consiste à dire que tous les chemins mènent à Rome, et effectivement on finit toujours peut-être par y arriver un jour, tant mieux d'ailleurs parce que c'est effectivement cette vision tout à fait extraordinaire, et de plus il y a des éléments qui sont vraiment spécifiques à Rome. Il y a beaucoup d'auteurs, de tous ceux qui sont passés par là, j'en ai cité certains dans ce livre, parlent de la lumière de Rome. Il y a un texte de Chateaubriand absolument sublime, une lettre à Monsieur de Fontaine, où il parle de cette lumière qui est lumière du crépuscule, qui est absolument magique. Valéry Larbaud, que vous connaissez bien ici, c'est un écrivain de la région, est allé très souvent à Rome également. Il allait travailler dans l'une des bibliothèques de Rome, et lui a écrit tout un livre consacré aux couleurs de Rome. Et il a cette réflexion assez drôle où il dit par exemple que Rome a tout donné à tout le monde, évidemment, modèle de civilisation, de république, de loi, de code, enfin, tout ce que l'on utilise partout ailleurs. Mais ces couleurs, la pourpre et l'or, elle les a jalousement gardées pour elle. Et je trouve cette réflexion très intéressante parce qu'effectivement, quand on est à Rome, si on va, ce que je suggère également pour un premier contact avec la ville, d'aller au sommet de l'une de ces fameuses 7 collines, donc on a une vision des couleurs de la ville qui fait contraste justement avec ce désordre que j'aurais pu évoquer dans l'architecture où tout s'entremêle. Tout d'un coup, on voit que les palais, les monuments sont ou bien dans ce blanc de la pierre un peu grisé, ou alors couleur ocre, enfin, ce qu'on appelle la terracote, la terra brochiata, qui est la couleur typiquement romaine. Et on voit aussi certaines façades qui sont peintes également en rouge, enfin en rouge un peu brique, couleur que l'on retrouve également à Pompéi d'ailleurs, comme le rouge pompéien. Et donc ces couleurs sont vraiment spécifiques à la ville. De plus, vous avez dominant les pins parasols qui font ces taches vert sombre dans le ciel qui est très souvent bleu. Donc les couleurs de Rome sont absolument vraiment extraordinaires. Et donc on est dans une ville où effectivement on peut être subjugué. Et tous les voyageurs, enfin bon, il y a également des voyageurs qui trouvent que Rome peut être lourde, pénible à vivre, mais ça c'est un phénomène que l'on trouve aussi dans toutes les villes. La circulation peut être absolument chaotique, il y a des embouteillages monstrueux, il y a aussi des revers, bien entendu. Mais quand même, il y a une magie qui est tout à fait étonnante. Et alors, dans l'histoire de Rome, ce qui nous la rend toujours très proche, c'est qu'effectivement, cette ville est devenue un modèle de civilisation qui a vraiment existé très longtemps et dans lesquels on a, parce que sur à peu près 800 ans de l'histoire de Rome qui est fondée par les jumeaux légendaires Romulus et Rémulus, la ville est fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ et va perdurer en tant que telle jusqu'à 350 après Jésus-Christ. Enfin bon, les dernières invasions barbares datent du 5e siècle.
Donc c'est une période extrêmement longue, et s'est développée la royauté, la République, puis l'Empire, puis les invasions barbares ont mis fin à Rome, mais en même temps, les Romains avaient dirigé un modèle de civilisation. L'Empire romain s'est étendu tout autour de la Méditerranée, en Germanie, jusqu'en Germanie, couvrant également notre Gaule. Nous avons fait partie de l'Empire romain. Ici, il y en a des traces partout. Il suffit d'étudier l'histoire des villes pour retrouver un peu partout en France des traces de l'histoire romaine. Donc nous avons un modèle de civilisation qui a été créé et qui fait que nous sommes vraiment nourris. Donc forcément, un jour on est obligé d'aller jusqu'à Rome. Et en plus, on voit très bien que dans la grande époque romaine, la grande époque de l'Empire romain, qui a été marquée par ce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine, donc, l'extension des territoires était telle que les Romains, en fait, absorbaient tout ce qui leur était donné comme population étrangère et leur donnaient automatiquement la citoyenneté romaine. Ce qui fait que l'Empire romain s'est étendu jusqu'à des lointains extrêmement grands parce que, justement, c'était le principe. Et donc c'est très intéressant de voir ce principe et de voir comment après nous n'avons plus connu ce type de... Enfin bon, il y a eu aussi, il y a eu le Saint-Empire romain germanique, mais ça bien plus tard. Mais le modèle romain perdure et reste très, très marqué. Je vous vois regarder en arrière. Il vous reste 4 minutes. Combien? 4. Non. 4 minutes, mais c'est affreux. Bon, alors, je savais que j'aurais du mal à parler de 3 villes sur Paris. Oui, bon, donc, c'est dommage. Mais oui, parce que j'aurais quand même voulu dire aussi quelques mots de Naples et de Florence. Donc, s'il me reste 4 minutes, c'est un peu scandaleux quand même. Bon, alors, je vais sur 4 minutes. Il faut quand même que je souligne 2 choses très, très importantes, aussi bien par rapport à Naples que par rapport à Florence. C'est qu'à Naples a été, qui est une ville que l'on connaît moins parce qu'elle dérange en fait. C'est ce que Régis Debray appelait la Baroque du Sud, dans un essai célèbre qu'il a écrit contre Venise, où il valorise la culture napolitaine parce que, selon lui, une pétulante de vitalité. Naples est très importante aussi dans l'histoire européenne parce que à partir de la redécouverte des fouilles de Pompéi, enfin de la redécouverte de Pompéi même, c'est-à-dire à la moitié du XVIIIe siècle, il y a eu effectivement un mouvement extrêmement important qui s'est opéré dans la conscience européenne parce que tout d'un coup on a vu apparaître plusieurs villes qui avaient été ensevelies telle quelle, donc par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, ce qui fait que 17 siècles plus tard, on retrouvait intacts des éléments, des villes entières qui étaient restées telles quelles. Il a suffi de débarrasser la gangue de cendres qui les avait ensevelies pour pouvoir retrouver des témoignages absolument extraordinaires de ce qu'était la vie antique, la peinture antique, les modes des vies antiques. Et à partir de là, ça a été très important parce que sont accourus effectivement à Naples et à Pompéi tous les écrivains, enfin, toute l'élite intellectuelle, aussi bien allemande, Winckelmann est venu là, mais aussi Alexandre Dumas, qui a même été superintendant des fouilles de Naples pendant un certain temps, tellement il aimait cette ville, mais aussi Chateaubriand, Madame de Staël, enfin tout le monde est passé par là. Et effectivement, il y a eu tout d'un coup la redécouverte de quelque chose qui avait échappé. Et ça a été un moment très important, parce qu'à partir de là, l'archéologie a pris vraiment son essor, parce qu'on a vu effectivement tout ce que cela pouvait donner. De plus, on a également redécouvert
des rouleaux de philosophie antique, des rouleaux de la philosophie d'Épicure, sur des rouleaux qui étaient ensevelis dans l'une des villas. Et donc, il y a eu un essor aussi de tout mouvement philosophique extrêmement important à partir de Naples. Il y a d'ailleurs un institut philosophique extrêmement important à Naples. Et de même que Rome a aussi été très important pour l'essor du stoïcisme, autre mouvement philosophique très important, incarné par Sénèque, par Marc Aurèle, ou avant encore par Cicéron, et qui semblait très bien collé à la philosophie romaine, enfin au mode d'action romain, puisque le stoïcisme est un mode de pensée qui incite à l'action et également à l'action dans la cité. L'homme étant un animal politique, donc se doit d'agir dans la cité. Donc il y a tous ces éléments-là qui nous ont forgés, dont on n'a pas nécessairement conscience si on n'a pas touché de près, et qui me semble vraiment être extrêmement puissant et faire aussi que Naples, Rome et Florence, berceau de la Renaissance, ville des Médicis qui nous ont donné quand même 2 reines de France, Catherine et Marie Médicis, mais également les 2 grands papes de la Renaissance, Léon X et Clément VII. Donc c'est une ville aussi qui nous est peut-être plus familière aussi. Les Français ont un rapport à Florence souvent un peu comme si c'était une aïeule, que l'on l'a bien connue parce que justement il y a eu ses reines, il y a eu ses apports. Léonard de Vinci est venu en France là, par François Ier, il y a eu l'école de Fontainebleau sur le plan de la peinture, tout ça lié. Donc Florence, en quelque sorte, elle nous appartient un petit peu. Enfin, c'est d'ailleurs, on lui a remis. Savonarole a remis les clés de la ville à Charles VIII quand il y a eu une première expédition française pour essayer de récupérer les royaumes italiens. Donc c'est une ville qui est plus familière. Rome est peut-être un bloc de rayonnement universel, bien entendu, il suffit de voir le rayonnement de la tempête actuelle. Naples est un peu plus sauvage, un peu plus difficile d'accès, mais elle fait également partie intrinsèquement de l'identité européenne. Merci un peu.